Bonjour mesdames et messieurs, nous continuons notre série de vidéos sur les Arméniens et Venise en traitant aujourd'hui des trois principales familles de princes négociants, à savoir les Mirman, les Serpos et les Sheriman. Rappelons en introduction que les auteurs européens des XVIIe et XVIIIe siècles n'hésitent pas à rappeler la prééminence de ces princes négociants. Les grands voyageurs européens, comme Jean Chardin, Tavernier ou Pinon de Tournefort, qui étaient eux aussi d'habiles négociants, s'émerveillent devant leur niveau de richesse et consacrent de longues pages à leur présence dans les villes d'Orient ou les caravanes d'Asie. Les archives européennes, quant à elles, nous permettent de suivre ces lignées dans les ports européens, tels que Livourne, Venise, Gênes, Marseille, Amsterdam et autres, pendant près de 2 siècles. Et le maître de l'histoire économique de l'époque moderne, Fernand Braudel, a souligné que les négociants arméniens ont littéralement colonisé au XVIIe siècle l'espace économique méditerranéen. Ces hommes qui suscitent l'intérêt d'un moderniste du niveau de Fernand Braudel peuvent être appelés princes négociants. Et ils ont utilisé là les progrès technologiques comme l'imprimerie et ont imprimé les plus anciennes éditions destinées aux églises orientales. Un titre aucunement lié à leur ancienne noblesse, mais parce qu'ils affichent un niveau de vie princier et qu'ils sont incontestablement les princes du commerce international des XVIIe et XVIIIe siècles. Au milieu de ces 200 familles et sur près de 2 siècles, nous avons déjà évoqué les trois principales familles, et c'est sur ces trois principales familles que nous allons nous appesantir aujourd'hui. Je veux parler des Serpos, des Sheriman et des Mirman. Ces échanges au long cours devaient se baser sur des réseaux humains solides et un triple sentiment d'appartenance à une famille, à la communauté des négociants de la nouvelle Julfa et au peuple arménien. Ces négociants ont amené des innovations remarquables dans notamment la comptabilité complexe ou la capacité à déplacer des sommes colossales sans transfert de matières précieuses. Au-delà de la dimension strictement économique, ces négociants ont également été de remarquables mécènes qui ont tenté de pourvoir aux besoins de ces trois entités. En effet, profitant de ces flux financiers considérables, des prélats sont venus s'installer dans les ports européens et là, ils ont pu profiter des avances technologiques européennes pour imprimer les plus anciennes éditions pour les églises orientales, comme nous l'avons longuement évoqué. Commençons donc par les Mirman. Quoique peu étudiés, ils étaient à la tête d'une fortune des plus considérables. Au nombre des fondateurs de la nouvelle Julfa, il y avait Ambrem Mirman qui portait le titre de Shebouda. Il s'agit là d'un titre important car les dirigeants de la ville, les Kalantars, étaient choisis parmi les personnes portant ce titre. Cette famille a été au fil du temps apparentée avec un certain nombre des grandes lignées de la noblesse arménienne du Moyen Âge et du début de l'époque moderne. Je veux parler des Orbelian ou des Charnazarian. Ils sont au milieu du XVIIe siècle à la tête d'une immense fortune et d'un commerce florissant de pierres précieuses. Ils ont même été anoblis, comme on peut le déduire des pierres tombales que l'on voit jusqu'à présent dans l'église de Suprac ou Santa Croce à Venise. Contrairement aux Sheriman, les Mirman, eux, rayonnent essentiellement depuis la ville de Livourne. Passons ensuite aux Serpos. Le plus grand nom est celui de Hovhannes Serposian, installé à Venise et armé chevalier du Saint-Sépulcre le 20 février 1161, qui deviendra célèbre sous le nom de Giovanni Marchi di Serpos, à la suite de l'anoblissement de sa famille par le roi de Pologne le 25 avril 1763. Cet homme, à ses entrepôts Rukajulfa, négocie des balles de soie grège, des pierres précieuses et des perles. Il fréquente Casanova
Et il est même reconnu comme banquier de la cour d'Espagne, de la cour de Suède et chargé des intérêts de la République française, ce qui est un prélude à sa rencontre avec Bonaparte. Bonaparte, qui reviendra en Italie comme roi d'Italie en 1805, n'oubliera pas les services du baron de Serpos, tant au moment de la campagne d'Italie que de la campagne d'Égypte. C'est aussi grâce au marquis arménien que Bonaparte va épargner le monastère arménien de l'île de San Lazzaro au moment où tous les monastères d'Italie sont réduits, leurs biens confisqués et vendus. Cela est dû au fait que le marquis de Serpos ainsi que Roustam, le garde du corps de Napoléon, vont arriver à convaincre l'empereur qu'il s'agit certes d'un monastère, mais qui a une activité d'académie scientifique. Et c'est ce titre d'académie scientifique reconnu par l'empereur qui va sauver le monastère et l'île. Le marquis Giovanni de Serpos mourut nonagénaire en 1811 et sa tombe recouvre toute la largeur du seuil de l'église de Santa Croce de Venise. Il est enterré aux côtés notamment d'Emirman. Signalons en dernier nom Giacomo, le fils du frère du marquis de Serpos, qui a été consul de l'Empire ottoman à Venise dans les années 1840. Passons enfin à la mieux connue et à la plus illustre des familles, je veux parler des Chériman. Ils sont originaires de la nouvelle Julfa, mais ils avaient déjà donné des dirigeants de l'ancienne Julfa, celle qui était sur les bords de l'Arax, au Nakhichevan. Dans la nouvelle Julfa, celle fondée en 1804-1805, près de la capitale Isfahan, une des portes, la porte de l'Orient, portait leur nom. Un des membres les plus importants de cette famille, le Hoja Sarat, se convertit au catholicisme en 1646, grâce à l'influence des pères augustiniens qui étaient présents à Isfahan depuis 1602. Dans le sillage de ce personnage important, une partie de sa famille passa au catholicisme progressivement, dont son fils, le Hoja Gaspar. En 1685, ils étaient 11 à s'être convertis au catholicisme. Les membres de cette puissante lignée offrirent aux pères dominicains une église pour leur permettre de faire fructifier leur mission. En 1692, à l'âge de 10 ans, un des fils de Gaspard, Basile, est envoyé à Rome, au collège urbanien, pour faire ses études. Le collège urbanien avait été fondé en 1124 pour donner des missionnaires pour les différents peuples. Et Basilio va faire carrière progressivement dans les États pontificaux et va devenir évêque. Pourtant, on ne note aucune opposition entre les membres de la famille Sheriman passés au catholicisme et les membres restés fidèles à leur Église nationale. Au contraire, il y a même une sorte de répartition des rôles tout au long du XVIIe siècle. Les membres catholicisés vont plutôt travailler et négocier dans les ports européens, où leur nouvelle confession était un avantage incontestable, alors que les autres vont se répartir autour de l'océan Indien et manipuler des sommes très considérable. C'est également au Hoja Sarat que l'on doit l'initiative d'offrir au tsar Alexis un trône magnifique constellé de rubis, dans le but de resserrer les liens entre la communauté arménienne et l'empire des Romanov. Trône qui, je le rappelle, a été utilisé pour le couronnement des tsars jusqu'au XIXe siècle. Depuis 1613, les Schliemann possédaient une maison à Venise, mais leur implantation ne fit que croître et se développer. Honorés du titre de protecteur de l'Église en Orient, ils vont être tout au long du XVIIe siècle une des plus grandes fortunes en liquidité de l'espace méditerranéen et européen. Le voyageur Chardin, qui a été reçu dans leur palais de la Nouvelle Julfa, nous laisse un témoignage impressionnant de la magnificence de cette lignée. Il mentionne les 5 fils de Hoja Sarat en précisant que chacun avait une fortune personnelle de 4 à 500 000 livres, ce qui est pour l'époque plus que considérable. Anoblis par la cour de Vienne en 1199, ils devinrent dès lors comtes de Hongrie,
un titre qui sera transmissible aux deux sexes, l'empereur leur donnant le privilège de pouvoir utiliser l'aigle bicéphale de la dynastie sur leurs armoiries. Installés dans tous les ports italiens, dont Livourne, c'est pourtant de Venise qu'ils obtinrent les alliances les plus prestigieuses. Nous pouvons mentionner maintenant quelques membres illustres de cette lignée. Commençons par Diodato Sceriman, fils de Gaspard Sceriman, arrivé à Venise dans les premières années du XVIIIe siècle. Il porte avec son fils le titre de comte de Hongrie et en 1736, il reçoit l'insigne privilège, avec monseigneur Basilio Sceriman et le comte Stéphanie Sceriman, d'être inscrit au registre des nobles de la ville d'Urbino dans les Marches en Italie centrale, et 4 ans plus tard, en 1840, le même honneur leur fut accordé par la ville de Spolète, en Ombrie. Il fut également administrateur des postes de la République de Venise, ce qui est un des grands postes prestigieux de l'administration vénitienne. Mentionnons maintenant le comte Paolo Sceriman, né en 1721. Il fut nommé général en chef des armées autrichiennes en Croatie et devint même un ami intime de l'impératrice Marie-Thérèse. Son frère aîné, Zaccaria Sceriman, né en 1709, est un des intellectuels importants de la Venise du XVIIIe siècle, qui écrivit une dizaine d'ouvrages. Le plus connu est Le voyage d'Enrico Watson, qui est un voyage imaginaire dans une région méridionale du monde où les sociétés appliquent les idéaux de la philosophie des Lumières. Il écrivit également plusieurs livrets d'opéra dans le style du grand librettiste Metastasio, sur lequel nous reviendrons. Terminons par le comte Giacomo Sceriman, qui a été administrateur des postes autrichiennes à Venise dans les années 1770. Les Sceriman vont se faire même financiers et prêter à la République de Venise des sommes considérables dans les dernières années du XVIIIe siècle. Ils vont ainsi, en plusieurs prêts, prêter à Venise près de 2 millions de ducats d'or au taux exceptionnel de 4,75%, contre le taux alors universellement répandu de 4,25%. S'il est difficile de transposer cette somme en euros, on peut avoir un élément de comparaison en notant que le palais des Sceriman dans le quartier des Santi Apostoli a coûté 4000 ducats d'or. C'est grâce à cette importante implantation à Venise qu'en 1715, le moine Mekitar, qui fuyait alors l'avancée des Turcs ottomans en Morée, a pu être accueilli à bras ouverts par les élites vénitiennes. L'abbé Mekitar, soutenu par les Sceriman, obtint dans un premier temps une maison dans le quartier de l'Arsenal avant de s'installer définitivement en 1717 sur l'île de Saint-Lazare. C'est sur la suite de cette aventure humaine et spirituelle que nous allons insister, mais auparavant, nous allons traiter de la place de l'Arménie des Arméniens dans l'opéra vénitien des XVIIe et XVIIIe siècles. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner de manière à être averti par les autres vidéos de cette série, à nous laisser vos commentaires et à mettre éventuellement un j'aime. Un parcours de formation sur Venise et la tradition mekitariste sera proposé dans le cadre du campus numérique arménien dans les prochains mois. Plus d'informations sont disponibles dans la description. Les livres de sources d'Arménie en lien avec ce thème vous sont accessibles avec une réduction de 50% en utilisant le code Venise 2024. C'est tout pour cette fois. On se retrouve dans la prochaine vidéo.